Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas. Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ses biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Wiley Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre 2 pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom. Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale.
Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à ketchup, ce qui signifiait « saumure de poisson mariné ». Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot ketchup a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses 3 amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapeños par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de Nacho ». Les soufflés au fromage étaient des poubelles dans les années 1930. Edward Wilson a remarqué du maïs qui sortait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux. Ces déchets lui ont semblé intéressants. Alors Edward a décidé de les rapporter chez lui pour essayer de les assaisonner. Il a remarqué aussi que le maïs soufflé durcissait quand il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée un franc succès et a donc été développée pour devenir un snack de renommée mondiale. Les nouilles instantanées n'ont pas été inventées par hasard, mais il y a eu plusieurs erreurs lors de leur invention. L'idée principale était de créer quelque chose avec une longue durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando a inventé une méthode pour conserver les nouilles. Elles étaient traitées de différentes manières, comme par exemple cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans l'huile chaude et assaisonnées. Ces nouilles instantanées étaient un produit de luxe à l'époque, car elles coûtaient bien plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué. Le yaourt est un autre produit qui a été inventé sans le vouloir. Il est apparu pour la première fois en Asie centrale il y a des milliers d'années. Certains éleveurs conservaient sans le savoir le lait dans un endroit où il y avait énormément de bactéries. Le lait était fermenté, ce qui donnait une texture plus épaisse et un changement de goût. L'un des bergers n'avait pas peur de ce genre de plat et l'a goûté. Il n'a pas été malade, alors d'autres personnes ont commencé à en manger elles aussi. Aujourd'hui, la limonade rose a cette belle couleur grâce au jus de raisin et aux colorants ajoutés. Mais il y a 2 légendes qui racontent comment elle a été inventée et toutes 2 mettent en scène des personnes qui travaillaient dans un cirque. La première histoire prétend que Henry Allott, qui donc travaillait dans un cirque, a involontairement laissé tomber quelques bonbons rouges à la cannelle dans la limonade, ce qui lui a donné cette couleur rose. L'autre histoire est un peu dégoûtante. Elle prétend que Pete Conklin, employé de cirque, est un jour tombé à court d'eau pour sa limonade et a utilisé à la place l'eau de la baignoire dans laquelle l'une de ses collègues avait lavé ses bas rouges. La couleur de ceux-ci avait rendu l'eau rose. Pete a ajouté du sucre, des rondelles de citron et de l'acide. Il l'a appelée limonade aux fraises. Les clients l'ont beaucoup aimé et ses ventes ont doublé. Et oui, les gens avaient adoré. La tarte tatin, qui est une version caramélisée et renversée de la tarte aux pommes, a été fabriquée pour la première fois par erreur. 2 sœurs françaises, Stéphanie et Caroline Tatin, dirigeaient un hôtel dans les années 1800. Un jour, Stéphanie a voulu cuisiner une simple tarte aux pommes, mais elle a fait mijoter les pommes dans du beurre pendant trop longtemps. Pour dissimuler son erreur, elle a mis la croûte sur les pommes et a mis le tout au four. Lorsqu'elle a sorti la tarte, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs endroits brûlés. C'était décidément une bien mauvaise journée pour cuisiner. Elle ne voulait pas que les invités les voient, alors elle a retourné sa tarte et l'a présentée comme une toute nouvelle recette. Étonnamment, les invités ont adoré la tarte, qui est vite devenue leur dessert préféré. Bon, je dois y aller, j'ai vraiment faim. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle.
En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié, peu après son mariage avec Henri II. La friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé. Contrairement à la viande, on le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose.
Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de réfort. L'alternative japonaise au réfort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du réfort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail.